Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec la politique américaine. Une politique américaine complètement folle, tellement le président Donald Trump bouleverse le monde. Et ce n'est pas pour rien qu'on a décidé d'appeler cette émission Planète Trump, tellement chaque mot, chaque geste du président américain a des conséquences jusqu'à chez nous. On est ensemble pour une petite heure, pour revenir sur toutes ces actualités qui ont marqué la semaine aux États-Unis. On aura évidemment l'analyse des experts qui sont avec moi en plateau. Mais avant d'y arriver, voici les 3 actualités qui m'ont marqué cette semaine. Mauvaise semaine justement pour Donald Trump qui perd un tas d'élections. Vous voyez ce qu'a posté le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, carton plein des démocrates qui remportent à peu près tout ce qu'il y avait en jeu. Des scores affolants partout, avec aussi une participation record. Pas une seule victoire majeure pour les républicains, avec aussi un recul net dans les swing states, voire même un effondrement de leurs idées, même au Texas ou encore en Floride. Plusieurs raisons pour l'expliquer. La première, c'est la responsabilité du shutdown qui est attribué aux républicains, le plus long shutdown de l'histoire aux États-Unis. Après, ce n'est pas si étonnant quand vous savez que 42 millions d'Américains ont perdu leur aide à cause de ce shutdown et que Trump, lui, se vante d'avoir rénové la salle de bain Lincoln en marbre et en or. Vous voyez d'ailleurs les images, sans oublier qu'il a rasé l'aile Est pour construire une salle de bal géante, oui, et qu'il organisait une soirée Gatsby chez lui à Mar-a-Lago avec des images qui ont pu choquer, on l'imagine, les Américains. On peut comprendre donc que pour certains, ça passe mal. Et puis, l'autre explication de cette claque républicaine, au-delà des raisons économiques, ce serait peut-être l'absence tout simplement du nom de Donald Trump sur les bulletins de vote. C'est pas moi qui le dis, c'est le président américain lui-même. Trump ne figurait pas sur les bulletins de vote et le shutdown sont les 2 raisons pour lesquelles les républicains ont perdu les élections ce soir selon les sondeurs. Si, je vous jure, et quand vous y réfléchissez un tout petit peu, ça a du sens. Ça montre peut-être aussi les limites du Trumpisme, parce qu'un Trumpisme sans Trump, c'est directement beaucoup moins sexy. Et en parlant de Trumpisme, justement, les éditorialistes du New York Times pointent 12 marqueurs qui permettent de mesurer la bascule d'une démocratie vers un régime autoritaire. Surprise, avec Trump, selon eux, tous les voyants sont déjà allumés. Et vous savez quoi ? Tout le monde s'en fout. Et ça paraît dingue parce qu'imaginez un article pareil sur un autre président, ça ferait directement les gros titres. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est l'œuvre de Trump, tellement il a réussi à décrédibiliser les médias. Et donc ce genre d'article est tout simplement considéré comme un parti pris politique d'un média de fake news gauchiste. Et ces éditos, ils peuvent être remplis de sources, d'éléments factuels, d'éléments documentés. Ça ne change rien. Son écho restera limité à ceux qui sont déjà convaincus du danger que représente Donald Trump. Parce que pour l'Amérique de Trump, ça ne sera qu'une énième opinion partisane d'opposants de gauche. Circuler donc, il n'y a rien à voir. Et pour terminer, il y a eu la mort de Dick Cheney, le très controversé vice-président américain de George W. Bush entre 2001 et 2009. Il est vrai, il est décédé à l'âge de 84 ans. C'est un homme qui a eu une énorme influence sur la politique étrangère américaine, connu aussi pour son rôle d'architecte dans la décision liée à la guerre en Irak. On parlait d'ailleurs de lui comme le vrai président de l'ombre derrière George W. Bush. Vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte en revoyant ce magnifique film qui est Vice. Regardez tout d'abord ce post qui passe très mal, c'est signé Kamala Harris. J'apprends avec tristesse le décès de l'ancien vice-président Dick Cheney. Le vice-président Cheney était un fonctionnaire dévoué, œuvrant aussi bien au Congrès qu'à de nombreux postes à responsabilité au sein de plusieurs administrations présidentielles. Sa disparition représente la perte d'une figure qui, animée d'un profond sens du devoir, a consacré une grande partie de sa vie à son pays. Mais regardez surtout les commentaires sous la publication de Kamala Harris. Quelqu'un a-t-il hacké votre compte ? Ce n'est pas le bon message ou encore ce sondage. Quel sera l'héritage de Dick Cheney ? Avec la réponse, la guerre en Irak qui l'emporte largement sur le reste. Mais sa fin de vie a été marquée surtout par sa rupture avec la droite trumpiste. Rappelez-vous de ce qu'il disait de Donald Trump, petite image d'archive. In our nation's 246-year history, there has never been an individual who is a greater threat to our republic than Donald Trump. He tried to steal the last election using lies and violence to keep himself in power after the voters had rejected him. He is a coward. A real man wouldn't lie to his supporters. He lost his election and he lost big. I know it, he knows it, and deep down, I think most Republicans know it. Avec une rupture définitive entre les deux hommes au moment de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, avec aussi le sommet de cette opposition à Trump qui a été le soutien à la candidate démocrate, justement, Kamala Harris en 2024, ce qui aurait été inimaginable il y a encore 20 ans. Sans oublier sa fille, Liz Cheney, puisque c'est devenu une affaire de famille. L'ancienne numéro 2 des Républicains à la Chambre des représentants est devenue la bête noire absolue de Donald Trump après avoir participé aux côtés des démocrates à la commission spéciale sur l'assaut du Capitole. La claque démocrate infligé à Donald Trump, le bilan de sa première année, sans oublier toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. C'est le programme qui vous attend dans Planète Trump et ça tombe bien, ça commence tout de suite.
Depuis l'année dernière, nous vivons toutes et tous à nouveau sur planète Trump. Tellement chaque mot prononcé par le président américain, chaque geste du leader de la première puissance mondiale a un impact sur le monde entier et notamment sur vous qui nous regardez. Soyez les bienvenus dans cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque vendredi soir et un plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et nombreuses à vous passionner pour cette politique américaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour revenir sur toutes ces actualités liées aux actions du président Trump. Et pour bien tout comprendre, vous pouvez compter sur nos experts. Près de moi, il y a évidemment Stéphane Rosenblatt. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jim. Notre consultant pour les matières internationales, spécialiste des États-Unis. À vos côtés, c'est Serge Gemain qui est présent. Bonsoir Serge. Bonsoir Jim. Professeur d'histoire contemporaine à l'ULB. Et vous aussi, spécialiste des États-Unis. Et enfin, Nicolas Begart est présent. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Politologue, professeur de communication politique à l'ULB, à l'IEX et à Sciences Po Paris. Bonsoir à tous les trois et merci encore d'être présents pour nous expliquer tout ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Et ne perdons pas de temps. Je vous le disais en introduction, semaine compliquée, on peut le dire, pour Donald Trump. Plusieurs gifles infligées au camp républicain. La plus iconique, c'est peut-être l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Mais il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. Retour en images sur cette semaine complètement folle. C'est avec Marie Joriès. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Une semaine, plusieurs élections et des victoires démocrates. À New York d'abord, où l'outsider Zohran Mamdani, 34 ans, a remporté mardi la mairie de New York avec un programme très à gauche. Gel des loyers, bus gratuits, plus d'impôts pour les plus riches et défense des minorités. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job. Des attaques contre Donald Trump auxquelles le président américain a réagi par la menace. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it, don't worry about it. Zohran Mamdani, premier maire musulman de New York, incarne l'aile progressiste de son parti. Mais il n'est pas le seul démocrate à avoir remporté une victoire cette semaine. Dans le New Jersey, la plus modérée Mickey Sherrill, ancienne pilote d'hélicoptère, a largement remporté l'élection de gouverneur mardi. Et elle aussi s'en est pris à Donald Trump. Here in New Jersey, we know that this nation has not ever been, nor will it ever be ruled by kings. En Virginie, c'est une ancienne agente de la CIA, Abigail Spanberger, qui a mis fin à 4 ans de gouvernance républicaine. En devenant la première femme gouverneure de cet État, particulièrement touchée par le shutdown et par les licenciements d'employés fédéraux décidés par Donald Trump. And right now, our federal workforce is under attack. Une vague bleue en réaction aux décisions autoritaires du président américain. En Californie, les citoyens ont voté cette semaine pour un nouveau redécoupage électoral qui favorise les démocrates. Alors que Donald Trump a fêté mercredi les 1 an de son retour au pouvoir, ces élections sonnent comme un revers pour les républicains et comme un nouvel espoir pour le Parti démocrate qui doit maintenant se trouver une nouvelle unité. Stéphane, premier maire socialiste et musulman, certains parlent d'un tournant de l'histoire américaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est clairement un tournant de l'histoire de New York, en tout cas. Il faut le répéter, puisque New York, ce n'est pas les États-Unis pour des tas de raisons, mais c'est vrai que dans cette ville qui a la première communauté juive au monde, qui est une ville peuplée de millionnaires et de milliardaires, se retrouver effectivement avec un maire qui a fait campagne sur ce qu'on appelle en anglais l'affordability, donc l'accès en fait aux soins de base, une campagne de terrain. Il a parlé à tout le monde, il a parlé partout et il s'est adressé en fait aux questions de vie quotidienne et exclusivement de vie quotidienne des New-Yorkais, et c'est ça qui lui a réussi. Dans un contexte, il faut le rappeler, qui est un contexte politique qui n'est pas comparable avec celui des autres élections. New York était une ville entre les mains d'un maire, Eric Adams, qui était out pour des raisons de corruption. Son adversaire, l'ancien gouverneur de New York, Cuomo, était lui-même out pour des histoires de harcèlement. Donc il se retrouvait, c'est vrai, avec une opposition démocrate pour l'essentiel d'ailleurs, ou ex-démocrate, qui n'était certainement pas à la hauteur. Mais il a fait une campagne assez extraordinaire sur le plan en tout cas de son efficacité, sur le plan de l'enthousiasme. Il est parvenu à mobiliser à nouveau ce qui est malgré la pierre philosophale aujourd'hui de la politique américaine, c'est-à-dire essentiellement les jeunes qui se sont mobilisés pour lui, puisqu'il a un taux en fait de mobilisation qui est bien plus élevé que tout ce qu'on a pu voir dans les élections new-yorkaises précédentes. Mais à nouveau, c'est un phénomène. Alors c'est vrai qu'on va beaucoup parler de savoir si c'est une aide ou au contraire pour les démocrates, ou au contraire si ça va devenir un obstacle pour la reconquête du pouvoir pour les démocrates. Tant, c'est vrai, le fait de s'assumer comme socialiste, donc à la gauche de la gauche du Parti démocrate, n'est pas
pas nécessairement dans un Communiste pays, pour Trump, hein, voilà, c'est ce dans qu'il un a pays où les démocrates essayent tant bien que mal de se positionner comme centristes pour gagner, c'est pas nécessairement un avantage, mais c'est en tout cas une manière de mobiliser, et aujourd'hui on l'a bien vu, mobiliser un électorat furieux des promesses non tenues de Donald Trump, et là ce n'est pas qu'à New York, l'emporte aujourd'hui sur les questions existentielles qui sont toujours présentes au sein des démocrates. Oui, on pourra en parler, mais avant ça, Nicolas Bégard, j'aimerais vous faire écouter un bout du discours de victoire de Zohran Mamdani. Alors c'est un peu long, mais faites-moi confiance, ça vaut le coup. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. Alors, on va pas trop simplifier à outrance, Nicolas Bégard, mais sa rhétorique, sa manière de s'adresser aussi au public et notamment aux jeunes, à quel point est-ce que ça a pu jouer aussi dans sa victoire? Alors d'abord, ce discours de victoire, il contraste avec toute la campagne. Parce que dans sa campagne, Mamdani a développé un agenda positif. Donc il n'a pas fait campagne, il n'a pas fait de l'anti-Trump, il ne souffre pas du Trump derangement syndrome comme Gavin Newsom par exemple. Donc il y avait une série de promesses qui étaient en fait axées sur l'amélioration de la vie quotidienne des New-Yorkais, donc le pouvoir d'achat, on dirait, chez nous. Et donc, il a en fait laissé le discours identitaire, on voit ici, donc la référence à son passé, et qui d'ailleurs fait débat à New York, on l'a évoqué tout à l'heure, pour finalement engager personnellement les électeurs dans leurs angoisses économiques. Et c'est plutôt un changement de cap stratégique avec tout ce qu'on a vu au sein du Parti démocrate. Et donc, je dis qu'il a en quelque sorte changé de cap au moment de son discours de victoire, puisqu'il a certains disent qu'il a levé le masque, puisqu'on a souvent accusé Mamdani de pratiquer une forme de taquilla politique, donc de cacher ses véritables intentions, donc dans les procès d'intention qu'on lui fait depuis le début de son entrée en campagne. En fait, c'est une rupture assez frontale avec cette stratégie qui laissait de côté la dimension identitaire. Il s'est adressé finalement à tous les New-Yorkais et à spécifier leurs origines à chaque fois en mentionnant les différents métiers qu'il pratique à New York, et que effectivement New York est une ville faite par les immigrés et dirigée maintenant par les immigrés. Et il a aussi dit que le gouvernement et l'État étaient la solution à tout. Donc c'est vraiment le contre-pied, l'opposé d'abord du courant libertarien, mais même d'un certain Ronald Reagan qui avait dit « Je suis du gouvernement et je suis là pour vous aider ». C'est probablement la phrase qui lui faisait le plus peur au monde. Donc c'est assez particulier. Donc, socialiste, oui, il l'assume. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qui sont ces électeurs. On parlait effectivement du vote des jeunes, mais c'est surtout le vote féminin, en fait, qui marque cette élection. Il peut s'expliquer aussi parce que l'adversaire, c'était Cuomo, lui-même poursuivi pour harcèlement sexuel. Pas seulement. Il faut dire que ses adversaires étaient vraiment très mauvais. Hein. Donc, Curtis Silva, avec son béret, enfin, c'était presque loufoque, en quelque sorte, que les Républicains se choisissent ce type de candidat. Mais quand on regarde un petit peu, je dirais même d'un point de vue socio-économique, l'électorat qui a mené à la victoire Mamdani, finalement, tous les électeurs qui gagnent moins de $30,000 à l'année n'ont pas voté pour Mamdani. La majorité a voté contre lui. Donc en fait, le vote ouvrier, il est toujours du côté Trump, du côté MAGA. En revanche, les personnes qui gagnent entre $100,000 et $200,000 par an, donc la classe moyenne, l'upper class, a voté pour Mamdani, et principalement, c'est les jeunes femmes, les femmes de moins de 40 ans qui ont voté pour lui, et des femmes qui sont éduquées. Très largement. Donc, dans les analyses qu'on a pu lire ces derniers jours, il y a aussi l'élément, une forme de ressentiment par rapport à des promesses qui peut-être étaient liées à ce niveau d'éducation, avec une forme de frustration de vivre à New York, où finalement la vie coûte très cher, et on a l'impression qu'il y a une sorte de rejet massif aussi d'une nomenclature démocrate qui n'a pas répondu aux attentes, et donc on se retrouve avec ce type aujourd'hui de candidats qui incarne autre chose, qui incarne une rupture et à sa manière un vote anti-système côté démocrate. Oui, Serge
Serge Demain, est-ce que ça n'annonce pas quand même de sérieux soucis pour les démocrates, peut-être même une sorte de déchirement idéologique entre, comme Stéphane l'a dit, le démocrate centriste et puis les démocrates très à gauche, socialistes pour Mamdani, communistes pour Donald Trump? Oui, c'est vrai, mais la première chose, c'est que pour les démocrates, ils peuvent se réjouir. C'est une journée de victoire pour eux. Et donc, peut-être avant de voir les aspects critiques, je dirais négatifs, et vous avez tout à fait raison, Jim, mais il faut se rendre compte que ça faisait longtemps que l'on attendait ce vent démocrate, et lui, il a fait souffler un vent d'enthousiasme. Et c'est tout de même quelque chose d'important, parce qu'on a l'habitude de voir ici les images de Donald Trump, le visage fermé, avec une mine pas très sympathique, on n'a pas envie de partir en vacances avec lui. Mamdani, par contre, il est tout le temps souriant, dynamique, jeune, il a emmené la jeunesse avec lui. Alors c'est vrai, il y a le vote féminin, mais le vote donc des 18-29 ans, c'est 68% qui ont voté pour lui. Il a été chercher des électeurs qui ne votaient pas. Donc il y a une augmentation très nette. Ouais, un taux de participation. Et un grand taux de participation. Et c'est intéressant parce que finalement, il fait un peu la même chose que Donald Trump. Dans le sens où Donald Trump a été chercher une série d'électeurs qui ne votaient plus. D'autre part, c'est aussi amusant de souligner qu'il a développé sa campagne sur les aspects socio-économiques. Et effectivement, comme vient bien de le dire Nicolas, il a laissé les aspects Trump, danger pour la démocratie, etc. Il a laissé ça pour son discours de victoire. C'est tout de même intéressant de voir à quel point il a fait tout cela. Autre élément aussi, c'est que sa campagne était d'un dynamisme assez impressionnant et tranchait évidemment avec ses adversaires. Donc il a 5,6 millions d'abonnés sur Instagram, TikTok. Il postait tous les jours 2 vidéos. Il a 25 fois plus de suivi de personnes qui le suivent que Andrew Cuomo. Donc ça donne tout de même une image assez dynamique, assez intéressante. Et rappelons-nous, en février dernier, personne ne le connaissait, 1% des personnes se disaient prêtes à voter pour lui. Néanmoins, et on l'a dit, il faut, alors on ne va pas diminuer son panache en termes de victoire, mais ses adversaires, ils ont eu aussi comme particularité, finalement, d'être tous un tout petit peu trumpistes. Il y avait un républicain, et puis les 2 autres, Eric Adams, et tout de même qui était sur les listes, mais qui finalement ne concourait pas dans cette élection. Au début, il concourait comme indépendant, et puis finalement, il a décidé de se retirer. Mais on se rappelle qu'il est poursuivi pour il était poursuivi pour des malversations. Trump l'a blanchi, donc il y avait tout de même un lien entre eux. Et puis finalement, Trump a souligné plutôt son soutien pour Cuomo. Il vaut mieux un mauvais démocrate qu'un communiste. Je pense que c'est comme ça qu'il c'est exactement ça. Et donc, mais ce qui est amusant, c'est de souligner que maintenant, il est la figure de l'extrême gauche. On se rappelle qu'on a souvent qualifié Biden d'extrême gauche, Kamala Harris. Ici, on a vraiment quelqu'un d'extrême gauche. Enfin, en terminant, comme vous l'avez bien dit, Jim, c'est vrai que ça va poser problème pour le Parti démocrate. Ça, c'est très clair, mais d'abord, ils doivent savourer leur victoire, et c'est très bien. Mais ensuite, on voit les 2 gouverneurs dont on aura l'occasion de parler probablement, qui ont été élus et dont on a parlé dans votre sujet, qui sont évidemment beaucoup plus modérés. Et on a vu l'appareil du Parti démocrate un peu gêné par rapport à ce candidat. Donc, on sentait la volonté de voir les démocrates gagner, mais en même temps, ne pas trop s'affilier à lui. Donc, il y a là toute une série de choses qu'il va falloir analyser pour le Parti démocrate. Avec des grandes figures qui n'ont pas su dire qu'ils soutenaient directement Zoran Mamdani, même si par la suite, il y a eu notamment Obama qui l'a félicité. Alors, Obama l'a appelé, et puis il y a eu quelques petites hésitations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se projette dans le suivi d'un certain nombre d'anciens maires comme Fiorello LaGuardia, qui aimait bien se mettre en scène dans les années 30-40, et il est dans cette... Oui, il distribue la nourriture notamment aux plus pauvres. Il y a eu ça, il y a eu sa lutte contre les machines à sous, etc. Donc il y a eu vraiment... Et il arrive à se mettre en scène. Ses vidéos sont vraiment une très grande réussite. Et dernier élément, on a vu, ça vous a sans doute frappé, le jaune de ses campagnes, qui est en fait le jaune des taxis new-yorkais. Rappelez qu'à un moment, il avait commencé une grève de la faim pour soutenir les chauffeurs de taxi. Et donc, il y a une volonté de se montrer comme vraiment une personnalité populaire, ouverte à tous, qui dialogue avec tout le monde. Il parle hindi, il a parlé espagnol dans ses spots publicitaires. Donc, c'est vraiment une autre personnalité qui
doit donner à réfléchir au Parti démocrate pour la suite. Nicolas, vous voulez réagir en quelques mots? Oui, très rapidement. Donc d'abord sur la personnalité même, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, mais on a affaire quand même à un héritier, pas un outsider. C'est pas quelqu'un qui vient du peuple. Donc il vient d'une famille ougandaise aisée. Il a été naturalisé il y a finalement, je pense que c'était en 2018. Et donc sa radicalité, elle est portée par un capital social assez élevé. Et je voulais dire quand même qu'il y a un élément très important et qu'on peut observer, et ça je pense que Serge pourra aussi peut-être commenter, au niveau local, c'est-à-dire l'importation des conflits mondiaux. Donc il incarne cela aussi. On a beaucoup parlé de Gaza. Donc il est le seul candidat à avoir dit « je n'irai pas moi en Israël ». Voilà, et en fait c'est ce qu'on appelle... tous les autres candidats. Il a dit « je resterai à New York », pour les New-Yorkais. Oui, c'est ce qu'on appelle la glocalisation. Donc en fait c'est les enjeux mondiaux qui s'imposent au niveau local, et on a vu ça notamment aussi ces derniers jours au Canada, et notamment à Montréal. Donc c'est des éléments aujourd'hui qui, donc, à côté de cette vague démographique et des enjeux internationaux, changent aussi le casting même de ces élections internes. Ouais, j'aimerais, parce qu'il n'y a pas eu que Mamdani cette semaine, Stéphane, on le disait, certains disent qu'aujourd'hui l'Amérique a envoyé un vrai message à Donald Trump. J'aimerais vous faire écouter notamment ce que dit une collaboratrice de Fox News sur toutes ces victoires démocrates ou ces défaites des républicains. Regardez. Democrats didn't just win in blue places. They broke the supermajority in the Mississippi state legislature. They flipped seats in Texas that had never even been competed recently. They, in parts of Virginia that are deep red. So it's not just that we won in blue places. Democrats won all over the country. C'est plus une défaite des Républicains qu'une vraie victoire des démocrates, selon vous, Stéphane? Vous êtes d'accord avec ça, vous? Oui, d'autant plus que ce qu'on ne sait pas ici, c'est-à-dire qu'on votait pour une multitude de postes, pas uniquement de gouverneurs et un maire d'une grande ville, mais on votait effectivement pour des boards d'éducation dans certains États, pour des juges, pour des sénateurs d'État. Des circonscriptions électorales, des circonscriptions dans les États eux-mêmes. Et c'est vrai que dans tous les cas, les démocrates ont surperformé par rapport aux dernières élections. Alors, ce qui est intéressant lors de ces élections, ce sont les sondages de motivation, les sondages sortis des urnes. Et là, voilà, c'est sans appel et c'est assez clair. En fait, la préoccupation numéro 1 de tous les Américains qui se sont rendus aux urnes lors de ces élections, ça reste évidemment l'économie. Et l'économie était l'argument pour lequel Donald Trump a gagné lui-même les élections, c'est-à-dire sur des promesses non tenues, dans un contexte effectivement de gouvernement fermé, sur la baisse des produits essentiels dans les grands magasins, sur la baisse du coût de l'énergie. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec 42 millions d'Américains qui se retrouvent privés d'aide alimentaire à cause de shutdown. On se retrouve avec des aéroports qui sont englués à cause effectivement de l'impossibilité de faire décoller les avions parce que les aiguilleurs du ciel ne sont pas payées, etc., etc. Donc dans ce contexte-là, l'économie arrive avec le double ou le triple de préoccupation de tous les autres items, y compris l'immigration. On parle énormément évidemment de la lutte contre l'immigration illégale, mais qui se retrouve très loin dans les préoccupations, y compris la sécurité. Partout, c'est l'économie. Et dans ce contexte-là, on le voit bien que la classe moyenne ou même la classe la moins aisée qui a voté Donald Trump aux élections s'est retrouvée effectivement soit n'allant pas voter, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas été massivement votés démocrates, mais se sont abstenus, et la mobilisation, elle était clairement du côté démocrate, et on le voit bien dans les États comme la Virginie ou le New Jersey. Le New Jersey est un État démocrate, donc c'est pas une révolution que le gouverneur soit démocrate. Il y a eu des choses en mais Floride, ce qui est intéressant, c'est de voir que la marge avec laquelle la gouverneure a gagné l'élection, si on la compare à la marge de Kamala Harris qui avait gagné cet État, l'État du New Jersey lors de l'élection présidentielle, c'est une marge spectaculaire en termes d'écart. Et on l'a vu. Il y a un réveil, comme l'a dit Serge. Et donc il y a un réveil qui ne règle rien, parce qu'effectivement, d'abord l'élection présidentielle, c'était pas il y a 10 ans. Alors c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées en moins d'un an. On va en parler, voilà, mais c'était il y a 1 an. Et dans ce contexte-là, oui, les démocrates n'ont pas remis de l'ordre dans leur maison, on le voit bien. Ils sont toujours aussi divisés sur la stratégie à suivre, et on le voit, il y a plusieurs stratégies. Mais à nouveau, et on le disait la semaine dernière, qu'est-ce qui l'a emporté le plus, finalement? L'adhésion absente aux démocrates, tous les sondages le montrent, ou le rejet de Donald Trump. Et manifestement ici, c'est, si pas le rejet de la personne Donald Trump, le rejet de son bilan économique, alors qu'il a été élu parce qu'il passait pour celui qui avait les meilleurs outils pour avoir effectivement un bilan économique. Juste un mot, ce qui allie l'ensemble des démocrates qui ont gagné, c'est la question de l'économie. Et donc, en fait, ce qui a fait perdre Kamala Harris, je vous rappelle. Tout à fait. Et eux ont retourné en quelque sorte l'argument, et maintenant, effectivement,
effectivement, il y a de l'anti-Trump, mais ils se sont rendus compte que plutôt que dire Donald Trump est un danger, etc., il vaut bien mieux se centrer sur l'économie. Et c'est un message que tous les démocrates ont fait passer maintenant aux élections. Et c'est d'ailleurs intéressant que la candidate en Virginie qui était opposée à Abigail Spanberger, elle est venue sur la guerre culturelle, sur les transgenres, etc. Et ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas. Et donc, c'est intéressant de voir, alors on le sait depuis toujours, que l'économie est au centre des préoccupations des Américains, mais ici, finalement, on a parfois l'impression que certains démocrates ont repris un discours qui était celui de Donald Trump. Et ça fonctionne. Oui, donc l'économie, si je vous suis bien, le shutdown, et je l'ai rappelé, qui, pour les Américains, sont la responsabilité de Donald Trump. Il y a encore un élément qu'a dit le président lui-même, Nicolas Beggart, c'est le fait qu'il n'y avait pas ce nom, Donald Trump, sur le bulletin de vote. Ça joue, ça aussi, ça joue tout à fait parce que le projet Trump, c'est un projet qui est à son image. Et pour faire du Trump, pour faire du MAGA, il faut déjà mettre, on avait déjà évoqué cette expression il y a quelques semaines, mettre un peu sa peau en jeu dans skin in the game. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de candidats républicains qui ne sont pas prêts à le faire, qui sont d'ailleurs, d'après Trump lui-même, des Republican in name only, donc des rhinos, des républicains qui n'ont pas finalement pas les tripes pour y aller franchement et pour accepter, je dirais, cette politique plus agressive. Mais ce qui est intéressant, c'est que les républicains, en tout cas dans ces différents scrutins, ont commis les mêmes erreurs que les démocrates auparavant, c'est-à-dire les attaques ad hominem, ce qui fonctionne pas. Et de l'autre côté, finalement, vous aviez les démocrates qui déroulaient toute une série de promesses concrètes avec des transports en commun accessibles, gel des loyers, et donc des propositions tangibles face auxquelles les anathèmes ont glissé. Et puis le dernier point qu'on n'a pas encore évoqué ici, c'est qu'il y a tout un travail aussi d'homogénéisation au niveau des États américains. C'est ce qu'on appelle le gerrymandering, donc c'est cette idée de redécouper électoralement aussi un certain nombre d'États. Et ça, c'est un point quand même très important parce qu'il faut quand même le soulever. En Californie, il y a une proposition qui est passée, la proposition 50, qui permettra un redécoupage électoral donc du côté en Californie, en faveur pour avoir plus 5 élus supplémentaires en Californie, qui est une réponse directe à ce qui s'est passé du côté du Texas. Donc c'est une réponse en quelque sorte à la manipulation électorale de Trump au Texas. Et en fait, on arrive à un phénomène d'homogénéisation partisane où chaque camp va verrouiller ses fiefs avec une escalade symétrique. On aura des bastions bleus, des bastions rouges, donc pour les républicains, et une carte politique de plus en plus polarisée. Et la conséquence, c'est le probable exode de toute une série d'individus, d'électeurs qui partiront peut-être de New York, qui partiront comme ils sont partis de Californie pour aller au Texas et aller en Floride, et donc avec des véritables transferts de population pour renforcer ces différents fiefs. Donc là, la polarisation, elle va aussi se vérifier au niveau démographique ces prochaines années aux États-Unis. Stéphane, il nous reste une trentaine de secondes. J'aimerais juste rappeler à ceux qui nous suivent qu'au midterms, il n'y aura pas non plus le nom de Donald Trump sur ces bulletins de vote, même si on rappelle qu'on n'a pas vraiment d'indications qui nous disent que avec ces élections aujourd'hui, ce sera la même ligne au midterm. Mais un mot quand même sur une analyse que j'ai vue sur les réseaux, Stéphane, de Jean-Éric Branin, qui participe régulièrement à cette émission, qui est spécialiste des États-Unis. Il dit ceci: la fin de mandat de Trump va être un casse-tête pour les républicains, trop impopulaire pour séduire les indépendants, mais indispensable pour mobiliser leur base. Sans lui, ils perdent des voix, mais avec lui, ils font fuir. Les républicains sont piégés par le problème Trump. Vous êtes d'accord avec ça, vous ? D'autant plus que les élections à mi-mandat, Trump fera campagne, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on parle de gouverneur, effectivement, lui n'a pas vu l'intérêt directement d'intervenir dans la campagne. Là, il va faire campagne quand il s'agit des sénateurs, puisqu'on parlera du contrôle du Sénat, on parlera du contrôle de la Chambre des représentants. Ce qui peut tout changer à ce mandat, pour la deuxième partie. Ça peut terminer son mandat. Et je rappelle, parce qu'on en a déjà discuté à de nombreuses reprises, même si ça reste encore sous-jacent, le grand débat des mois à venir aux États-Unis, en dehors des questions socio-économiques et autres, ça va être justement la tentative électorale de la part du camp républicain pour changer les règles de l'élection à mi-mandat. Et donc supprimer le mail-in voting, le vote par correspondance, refaire toutes les listes électorales pour en retirer tous ceux qui sembleraient issus de l'immigration, etc.
Les républicains n'ont pas du tout, ne veulent pas lâcher le pouvoir en 2026 et feront tout pour, entre guillemets, truquer les élections. On nomme actuellement à tour de bras du côté républicain des chefs, des patrons en fait des commissions électorales dans les États qui sont en fait des inconditionnels des thèses du complot de l'élection truquée de 2020, et ça va être un très grand débat sur l'équité de l'élection qui arrive en 2026. À suivre dans Planète Trump, ça y est, on a dépassé les 1 an au pouvoir du président américain pour ce deuxième mandat. Que faut-il en retenir? C'est la grande question qu'on se posera dans quelques instants, sans oublier notre WhatsApp America, toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Planète Trump revient juste après ceci, restez bien avec nous. Vous êtes toujours dans votre émission Planète Trump. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre tous les vendredis soirs. Avant de découvrir notre grand zapping, toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis, nous poursuivons sur l'actualité. Il y a un peu plus d'1 an, Donald Trump réalisait l'un des plus grands comebacks de l'histoire politique américaine, peut-être même de l'histoire politique mondiale. 1 an après, c'est déjà l'heure d'un premier bilan. Que faut-il retenir de cette première partie de mandat de l'hyperactif président américain? C'est le sujet de la Story US de la semaine. La Story US cette semaine, les 1 an de la présidence de Donald Trump. Make America great again. Janvier 2025, Donald Trump revient au pouvoir aux États-Unis. Et dès le début de son mandat, il déclare la guerre commerciale au monde entier en imposant des nouveaux droits de douane. Foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. Le ton est donné. Donald Trump passe une bonne partie de cette première année à rencontrer des dirigeants mondiaux qui tentent de négocier leurs droits de douane à la baisse. Côté diplomatie, Donald Trump se lance à la poursuite du prix Nobel de la paix. Pour résoudre la guerre à Gaza, il propose d'abord de transformer le territoire en Riviera technologique, avant de présenter en septembre un plan de paix signé par Israël et le Hamas. Une victoire assombrie par la reprise rapide des bombardements sur Gaza. Donald Trump se pose aussi en médiateur dans la guerre en Ukraine qu'il avait promis de résoudre en 24 heures. Tout juste arrivé au pouvoir, il reçoit Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Mais la rencontre tourne rapidement à l'incident diplomatique. Pendant plusieurs mois, Donald Trump se montre conciliant avec la Russie, avant de durcir le ton d'un coup cet été. Le président américain semble désormais pencher plutôt du côté de l'Ukraine. Ses relations avec Vladimir Poutine se sont d'ailleurs tendues après l'annonce de la reprise des essais nucléaires américains. En politique intérieure aussi, Donald Trump est hyperactif. Les 2 premiers mois de son mandat sont marqués par la signature de dizaines de décrets, le licenciement de plusieurs milliers de fonctionnaires fédéraux et les poursuites judiciaires contre les adversaires du président américain. Donald Trump s'attaque aussi à sa bête noire, l'immigration illégale. La police de l'immigration, l'ICE, se lance alors dans des arrestations et des déportations massives. Mi-octobre, l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk est assassiné. Donald Trump se lance alors dans une vendetta contre les ennemis de l'intérieur et déploie la garde nationale dans plusieurs villes démocrates. 1 an après son arrivée au pouvoir pour la 2e fois, Donald Trump se vante d'avoir réalisé un miracle économique dans le pays. Mais les récentes manifestations et les victoires démocrates de cette semaine semblent remettre en cause la popularité du président américain et dessinent un bilan contrasté de cette première année. Une Story US signée Marie-Jean Yes, 1 an après l'élection évidemment du président américain, non pas 1 an de mandat. Et puis on n'a pas pu tout mettre dans ce sujet, notamment la Big Beautiful Bill qui est aussi l'un des grands marqueurs de cette première année de Donald Trump. Serge Jomain, il y a 1 an, Trump remportait tous les swing states, les 2 chambres, et pour la première fois pour un républicain depuis 20 ans, le vote populaire. Tout ça paraît très loin ce soir, Serge Jomain? Alors que ça paraît très loin, si on regarde sa cote de popularité aujourd'hui, les choses ont évidemment bien changé. Alors on sait que sa base MAGA est toujours là, mais ce qui est particulier, c'est qu'il a ébranlé, il est en train d'ébranler les institutions américaines. Alors on se rappelle, pendant le premier mandat, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais là, il se heurtait tout de même encore à un certain nombre de résistances. Ici, on a une équipe extrêmement forte, très bien organisée, avec derrière l'Heritage Foundation et un certain nombre de personnalités, qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, viennent de l'extrême droite, c'est assez clair, qui veulent mettre en place un régime autoritaire, c'est-à-dire une présidence impériale. Il faut se rappeler que les États-Unis, c'est un système qui a été construit avec une présidence, mais pas un roi. C'est pour ça qu'il y a eu ces manifestations, rappelons, non king.
D'autre part, le pouvoir législatif, qui est très important évidemment, et le pouvoir judiciaire. Ce qui est en train de se passer, c'est que le pouvoir exécutif prend toute la place. Et un seul chiffre, 210 décrets présidentiels. C'est quoi un décret présidentiel? C'est une décision du président qui passe en quelque sorte outre la volonté du Sénat ou de la Chambre des représentants. Alors évidemment, le pouvoir judiciaire, où un certain nombre de personnes contestent, il y a une judiciarisation de la vie politique américaine, ça fait partie des mœurs aux États-Unis, mais il y a là quelque chose de très particulier. Donc on va vers un régime de plus en plus autoritaire et on voit que ce régime est construit aussi, et c'est un élément important, sur la peur, le règne de la peur. On voit que tout le monde a peur, que ce soit les élus républicains, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne sont pas tous d'accord avec la politique de Trump, mais ils savent que s'ils bougent le petit doigt, ils risquent de ne pas être réélus. Donc ça, c'est un élément important. Les cabinets d'avocats commencent eux aussi à avoir peur. Les juges, regardons les procédures qui sont développées à l'égard d'un certain nombre de juges, et puis de manière globale, la presse, on voit que les journalistes commencent à être relativement prudents. Les universités, qui constituent tout de même un contre-pouvoir d'habitude, on commence à les mettre au pas. Et quand on voit tout cela, l'attaque contre les institutions, etc., on se dit qu'on est très inquiet de ce qui est en train d'arriver, d'autant qu'ici, il y a une série d'éléments qui sont mis en place. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais ce qui est en train de se passer maintenant et qui est un enjeu majeur, c'est ce que va faire la Cour suprême. Puisque sur la question des tarifs, dont les tarifs, les droits de douane, où il a probablement, très probablement, tous les juristes extérieurs aux États-Unis le soulignent, dépassé ses pouvoirs, puisqu'il n'avait pas le droit de décider cela. Il a dit que c'était des situations d'urgence, ce n'est pas vrai. Et ici, on a entendu ces derniers jours, lors de l'audition qui a eu lieu à la Cour suprême, un certain nombre de juges de la Cour suprême commençaient à dire attention parce que y a là un certain nombre de problèmes. Et la décision de la Cour suprême va être majeure. Si la Cour suprême dit OK, on peut continuer comme ça, il va renforcer ses pouvoirs de manière, il n'y aura plus aucune barrière, et la Cour suprême a maintenant la possibilité, éventuellement, même si elle est dominée par les républicains, de tempérer un peu les choses. Dont 3 juges nommés aussi à vie par Donald Trump. Alors, il y en a 3 qui ont été nommés, effectivement, et il y a une majorité de républicains. Ceci dit, il y a une des juges qui l'a nommée, qui est peut-être en train de réfléchir à sa position. Ouais, c'est important de le dire. Nicolas Beggart, il y a eu pas mal de sondages qui sont sortis récemment. J'aimerais justement qu'on regarde ce que disent les Américains du travail de Donald Trump comme président des États-Unis. Regardez. This, as a new poll finds, about 70% of Americans say groceries are more expensive now than they were a year ago. And about 60% of them are blaming President Trump. Le président le plus impopulaire, puis j'ai fait exprès, je vous ai mis Fox News qui en parle, parce que souvent il dit que c'est une média de gauche, des médias partisans. Là, dans ce cas-ci, il pourrait même le dire pour Fox News. Mais comment vous analysez sa communication depuis un an, vous, Nicolas Beggart ? Elle est assez efficace dans sa réalité parallèle, en quelque sorte. Donc, c'est l'efficacité d'un storytelling populiste qui est parfaitement incarné, on vient de le dire, avec une autocratie qui est en train de se consolider à tous les niveaux. C'est un président qui valorise la parole performative, donc il fait ce qu'il a dit, et quitte à piétiner toute une série de normes démocratiques, il va s'adresser directement au peuple en contournant tous les intermédiaires classiques. Donc, on est dans une définition presque chimiquement pure du populisme. C'est un style de gouvernement qui est aussi radicalement différent de son premier mandat, on l'a dit. Donc il s'est entouré d'une équipe aujourd'hui qui est ultra cohérente, qui est 100% MAGA, et il n'y a plus de dissonance, et s'il y a des dissonances, eh bien il y a des purges, donc ça on a pu le voir aussi ces derniers mois. Ce qui se transparaît aussi, c'est une rhétorique messianique, de plus en plus des éléments religieux qui viennent se mêler au discours de Donald Trump, un homme fort, mais aussi un fondateur d'une nouvelle Amérique, un nouvel âge d'or. Ça a été l'un des éléments de langage de son discours de reprise de pouvoir, on va dire, au mois de janvier. Et puis à l'international, ce qui est quand même, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, il a surpris
en combinant et en toute une série, je dirais, de coups de force avec le deal-making, donc Trump, le faiseur de deal, le négociateur en chef, qui a brouillé, en tout cas, l'image peut-être un peu simpliste d'un président isolé, puisqu'on a vu qu'il était quand même capable, de temps à autre, de s'allier ponctuellement, y compris avec des adversaires. Je pense notamment à ce pauvre Keir Starmer, qui a été humilié, mais ce n'a pas été le seul, et d'utiliser bien sûr le bureau ovale comme une matrice de mise en scène, de domination politique, et à forcer finalement les interlocuteurs de jouer le jeu. Donc la principale leçon, c'est que finalement Donald Trump a imposé un récit. Il cherche à tout moment à imposer son récit d'action, de résultats, peu importe les chiffres, peu importe les données statistiques. Oui, mais non, les chiffres, ils ont une certaine importance, ne serait-ce que dans la perception aussi des Américains. Stéphane, il a d'abord été élu sur une promesse: avec moi, plus d'inflation. Eh bien, regardez le résultat un an plus tard, un peu moins. Upon something that most Americans agree upon, and that is a central theme of Trump's winning message a year ago, I will bring costs down, just simply has not happened. On peut dire que là-dessus, il a déçu les Américains et que ça a beaucoup plus d'importance que de régler 18 guerres et de rapporter des centaines ou des milliers de milliards de dollars aux Américains avec des tarifs douaniers. On en a parlé en début d'émission pour expliquer la victoire démocrate. Alors même si l'inflation, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que certains produits, effectivement, sont en baisse, d'autres sont en hausse. Maintenant, c'est vrai que la décision sur les tarifs, ces fameux tarifs douaniers, touche de plein fouet une partie de l'électorat de Donald Trump, entre autres les agriculteurs dans certains États qui ne comprennent pas, en fait. Dans d'énormes difficultés aujourd'hui à cause de cela. Et c'est vrai que on n'a pas parlé de la Big Beautiful Bill, cette fameuse loi budgétaire qui avait créé ce rififi entre Musk et Trump, parce que ça allait creuser la dette américaine. Revient comme lors du premier mandat, donc entraîne en fait des coupes énormes dans les impôts des plus grandes fortunes américaines, et puis coupe largement dans les budgets sociaux, y compris dans les fameuses couvertures de soins de santé. Et c'est sans doute aussi une des explications de la défaite républicaine. C'est en ce moment, ce sont ces jours-ci, que chaque Américain qui en fait a une couverture santé reçoit le prix de la prime qu'il va devoir payer l'année prochaine. Et cette prime, elle est souvent triplée, quadruplé par rapport au montant de l'année dernière, et c'est une des conséquences de cette fameuse Big Beautiful Bill. Donc c'est vrai que cette promesse d'un président populiste qui donc s'est basé sur la petite classe moyenne, les ouvriers, pour effectivement gagner sur soi-disant le dos des élites, eh bien comme ça d'ailleurs c'était prévisible, et c'était le cas lors de son premier mandat, finalement se retourne contre son électorat naturel, celui qui a voté pour lui, et qui donc en partie est extrêmement déçu. Alors c'est vrai que de là à changer son vote quand on est un MAGA, quand on est un pur et dur supporter de Donald Trump, il y a encore du chemin, et on verra si ce chemin est parcouru lors des élections à mi-mandat. Mais on voit bien aujourd'hui que, il y a quand même un certain virage, un certain tournant qui est en train de se faire dans une partie de cet électorat qui est déçu par ses promesses non tenues, mais même au-delà de ça, par des choses provocantes qui ont été faites contre les intérêts de ceux qui ont voté pour lui. Oui, et puis n'oubliez pas aussi parfois, ces images choquent aussi qu'ont reçu les Américains, notamment avec ICE, cette police aussi d'immigration. Avant de se quitter, tour d'horizon des images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. C'est l'heure de notre What's Up America. Et commençons par cette image. Vous vous en souvenez probablement. C'était en février 2020, lors du premier discours sur l'état de l'Union de Donald Trump Ier, Nancy Pelosi, que vous voyez juste derrière Trump, qui manifeste de façon spectaculaire son désaccord avec le président américain en déchirant une copie de son discours prononcé devant le Congrès. Is yet to come. Thank you. God bless you. And God bless America. Thank you very much. Et pourquoi je vous montre ça ? Eh bien parce que Nancy Pelosi, monument de la politique américaine et surtout monument du Parti démocrate, a annoncé officiellement à 85 ans sa retraite politique. Elle quittera donc son siège qu'elle occupe depuis 38 ans à la Chambre des représentants. Rappelons qu'elle a été la première femme à occuper le poste de présidente de cette Chambre des représentants. C'est une page de l'histoire américaine qui se tourne. Regardez un bout du passage du message qu'elle a posté justement. I can be proud of what we have accomplished, but there's always much more work to be done. That is why I want you, my fellow San Franciscans, to be the first to know. I will not be seeking re-election to Congress. With a grateful heart, I look forward to my final year of service.
Une vidéo de 5 minutes à destination des citoyens de San Francisco qui l'ont élu. Et vous vous souvenez de l'image que je vous ai montrée juste avant, il y a quelques minutes? Eh bien, regardez comment Donald Trump accueille la nouvelle de la retraite de Nancy Pelosi. I think she's an able woman. I'm glad she's retiring. I think she did the country a great service by retiring. I think she was a tremendous liability for the country. Une réaction de Trump qui nous montre aussi le degré de haine atteint dans le champ politique aux États-Unis. Puis autre image que je vais vous montrer, toujours Donald Trump évidemment, il l'avait promis, eh bien il l'a fait. Le prix des médicaments anti-obésité passe de plusieurs milliers de dollars à une centaine de dollars pour les Américains. Il a signé un accord historique, notamment avec la firme Novo Nordisk. Vous allez voir ces images, regardez ce qui s'est passé avec l'un des cadres de ces sociétés. Il s'effondre en direct et puis regardez sur le côté, ce qui a retenu l'attention des réseaux sociaux, c'est évidemment Robert Kennedy Jr. qui quitte la scène presque en courant, et puis une grande photo qui en est ressortie. Regardez cette photo, alors elle ne fait pas honneur à ce qu'a fait Donald Trump puisqu'il a été directement en contact de cette personne qui s'est effondrée, mais cette photo marquera, on imagine encore à coup sûr, l'histoire. Et puis pour terminer, j'aurais pu vous parler aussi de ce que la FIFA vient d'annoncer, un prix de la paix qui sera remis chaque année avec la première édition qui est prévue donc le 5 décembre à Washington pour le tirage au sort, regardez cette photo, le tirage au sort du Mondial 2026. Rappelez-vous, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, il était dans le bureau ovale avec Trump il n'y a pas si longtemps et justement Trump pourrait bien être le premier lauréat de ce prix. Il n'a pas gagné le prix Nobel de la paix et donc la FIFA a tout simplement décidé d'en inventer un. Mais je préfère vous parler de l'interview donnée par le président américain au magazine 60 Minutes. Une interview de nouveau complètement lunaire dans laquelle il aurait menti au moins 18 fois en disant par exemple qu'il n'y avait pas d'inflation, en mentant sur les montants d'investissement dans l'économie américaine, sur le montant aussi donné par Biden aux Ukrainiens, sur le fait qu'il aurait mis fin à 8 guerres, en disant aussi que la plupart des pays payent déjà leurs nouveaux droits tarifaires, ou encore sur l'élection de 2020 qui aurait été volée. Mais beaucoup ont été surpris de le voir tout simplement dans cette émission, un an après les avoir poursuivis pour avoir montré d'une manière déloyale l'interview de Kamala Harris, et le président américain, il n'a pas manqué de le rappeler. Regardez. Actually, 60 Minutes paid me a lot of money, and you don't have to put this on because I don't want to embarrass you, and I'm sure you're not. I think you have a great new leader, frankly, because the young woman that's leading your whole enterprise is a great, from what I know, I don't know her, but I hear she's a great person. But 60 Minutes was forced to pay me a lot of money because they took her answer out that was so bad, it was election changing. Actually, Stéphane, il dit en gros, voilà, vous avez mis quelqu'un qui m'arrange beaucoup plus que celle d'avant. Est-ce que ça participe à ce que disait aussi Serge Joly un peu plus tôt, cette manière aussi de brutaliser les médias? On a l'impression que la journaliste, elle pose les bonnes questions, mais elle n'ose pas aller plus loin. Il n'y a aucun fact-checking. Tout le monde est apeuré par Donald Trump en interview aujourd'hui. 60 Minutes, c'est vraiment le magazine de prestige de la télévision américaine, avec les interviews intransigeantes dans lesquelles il y a un droit de suite du journaliste qui ne lâche pas l'os tant qu'effectivement il n'a pas de réponse à sa question. Les questions ont été posées dans cette émission 60 Minutes. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de follow-up, comme on dit, il n'y avait pas de suite aux réponses de Donald Trump. Alors, est-ce que c'était même possible de donner une suite tant les réponses étaient parfois abracadabrantes? Mais effectivement, c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans les médias. C'est-à-dire où la peur, comme l'a dit Serge, s'est répandue également au sein des médias, qui eux-mêmes sont, on en a déjà parlé souvent ici, sont dans une période de restructuration, de réorganisation complète, avec des rachats et des fusions, acquisitions massives, de la part d'ailleurs, dans le cas de la maison mère de CBS, de proches de Donald Trump, et ça sans doute pas fini, parce qu'on a dit le gros morceau, ça va être maintenant Warner, le premier groupe de communication américain qui est à vendre, CNN, dont fait entre autres partie CNN, qui donc, et là il y a une claire vengeance à prendre du côté de Donald Trump. Donc dans ce contexte-là, c'est clair que les journalistes ont beaucoup de mal, et 60 Minutes a souffert dans sa réputation. Changement de rédacteur en chef, changement de rédactrice en chef de CBS News, donc la maison mère de 60 Minutes, et effectivement avec des gens qui sont beaucoup plus proches de l'univers Trump qu'ils ne l'étaient auparavant. Ouais, il y avait même un petit mensonge dans l'extrait que je vous ai passé, parce qu'il parle d'une interview de Kamala Harris qui aurait été diffusée 2-3 jours avant, pas du tout, c'était 2-3 semaines avant, c'était début octobre, là où évidemment l'élection s'est tenue en novembre. Il nous reste 2 petites minutes. Nicolas Beguer, votre regard sur cette interview? D'abord, effectivement, c'est un mégaphone triomphal dans lequel en fait il va déclarer tout ce qu'on sait déjà, donc un condensé de sa communication, autocongratulation, distorsion des faits à son avantage, attaque envers les adversaires, et puis la projection, alors depuis quelques mois aussi, d'une force tranquille. Donc c'est pas François Mitterrand, mais il y a le côté impassible, même quand quelqu'un effectivement tombe dans les pommes en plein bureau ovale, peut-être à cause de la déco, eh bien il y a effectivement cette impassibilité aujourd'hui. Mais moi je voulais peut-être rapprocher cette
ces critiques à l'encontre de CBS et de 60 Minutes d'un autre scandale concernant la BBC cette fois-ci. Oui, j'ai pas pu en parler. Des images truquées, entre guillemets. Donc le Telegraph qui a révélé qu'un programme de la BBC avait diffusé une semaine avant l'élection de 2024 un discours totalement monté, truqué de Trump par rapport aux événements du 6 janvier 2021. Et donc, en fait, tout ça s'inscrit dans une crise de confiance envers les médias traditionnels. Donc, ça donne du grain à moudre aussi à cette défiance. Ouais, après, je vous arrête parce que c'est vrai que c'est assez perturbant ce qu'on a pu voir. On voit Donald Trump qui dit « Je vous invite à marcher au Capitole, fight, fight, fight ». Et en fait, entre ces deux moments, il y a presque 50 minutes qui se sont écoulées, là où la BBC les ont collés l'un à côté de l'autre. Et donc, c'est une institution qui s'effondre en quelque sorte. Et il y a un effet ricochet aux États-Unis, puisque Fox News, qui a relié l'affaire, a utilisé ce scandale pour discréditer l'ensemble des couvertures médiatiques et critiques de Trump. En gros, si la BBC a truqué une citation, qui sait ce que ferait CNN, qui sait ce qu'a fait CNN, qui sait ce que fait le New York Times. Donc en fait, c'est toute une suspicion autour des médias mainstream, et ça rentre totalement dans le narratif de Donald Trump. Ouais, ce que disait notamment Serge Gemin tout à l'heure, en plus de la justice. Et la justice, attention, c'est peut-être le point le plus affolant, évidemment, de cette première année depuis l'élection de Donald Trump. Merci Nicolas Beigert, merci Serge Gemin, merci Stéphane Rosenblatt, merci à Richard de Hulf pour la préparation de cette émission. Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses à vous passionner. C'est quand même dingue pour la politique américaine un vendredi soir à 22h sur les 24. Évidemment, cette émission, elle est disponible sur les 24.be, mais aussi sur notre page YouTube. Et si vous voulez encore plus de Trump, rendez-vous ce dimanche 18h sur YouTube et sur Spotify pour un grand entretien avec Christine O'Krent et son nouveau livre Le Trump de A à Z. Ça sera dans mon podcast Quel Monde. Passez une excellente soirée et je vous retrouve quant à moi dimanche à 18h et puis à 22h lundi sur les 24 avec Nicolas Pipin pour Le Monde Orient.